ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur le webinaire. On va discuter de la connexion entre le changement climatique, physique, la santé physique, mentale et communautaire, et on va entendre parler d'une variété d'intervenantes face à ce qui se fait faire au travers du Canada Atlantique sur les prochains 3 mois, ainsi que les impacts, ou pour adresser ces impacts. Et comme on plonge dans cette présentation et cette discussion, un rappel que le changement climatique et ses impacts peuvent affecter notre santé mentale et notre bien-être général. Nous avons compilé une liste non compréhensive des ressources d'éco-anxiété pour lesquelles nous allons vous offrir un lien dans le clavardage si vous aimeriez explorer cette liste. Et aujourd'hui, nous avons une excellente intervenante. Je suis choyé et remerciante de souhaiter le bienvenu à Mélanie Langy, présidente de Poumon NB, qui va nous parler aujourd'hui de l'organisation ainsi que les connexions entre le changement climatique et la santé pulmonaire. Et avec ça, je vais passer la parole à Mélanie. Oh, ben merci Anna pour cette bienvenue chaleureuse et merci. Voilà. Et merci beaucoup pour le bienvenu et merci à l'équipe de Climat Atlantique pour m'avoir contacté, m'avoir invité pour présenter aujourd'hui comme faisant partie de cette série de webinaires. Et voici le titre de ma présentation. On va parler de l'adaptation climatique du point de vue de la santé pulmonaire, qui pourrait être quelque chose qui n'est pas apparent à tout le monde ou tout de suite apparent à tout le monde. Les impacts que ça peut avoir sur le système respiratoire, bien, on va essayer de passer à travers de ça ensemble et connecter le tout pour vous. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le travail de mon NB, nous sommes l'organisme provincial caritatif sur la santé du poumon depuis 1933. Nos efforts se concentrent sur fournir un soutien essentiel aux patients qui vivent avec une maladie pulmonaire, l'éducation publique, et on travaille dans le domaine de protéger l'air qu'on partage tous. Alors, ça, c'est la base de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et voici mon équipe de champions derrière moi dans la photo. Alors, un peu à propos de moi-même, je suis désolé pour la photo datée, j'ai tout coupé mes cheveux il y a un mois ou deux. Et j'ai pas changé les photos entre-temps, mais je suis la présidente et la directrice générale ici au Poumon NB. Mon expérience est un peu technique comme scientifique environnemental. Et avant d'avoir arrivé dans l'organisation non gouvernementale, j'ai travaillé dans la consultation de génie dans le domaine d'évaluation de risques sur la santé humaine et particulièrement spécialisé sur les risques liés aux vapeurs et particules en suspension dans l'air et la modélisation, et ainsi que l'évaluation de l'impact environnemental. Ici, à Poumon NB, je suis ici depuis 6 ans, au-delà de 6 ans. Alors, je représente notre mission dans nombreux groupes travaillants au travers du NB. Il y a beaucoup d'acronymes ici, je suis désolé. Le CCME, c'est le Conseil canadien des ministres de l'Environnement. AQMS, c'est le groupe technique de gestion de qualité d'air. Il y a l'inventaire national de relâche de polluants. C'est une partie prenante du groupe responsable de la qualité de l'air au NB. Et aussi sur la liste néo-brunswickoise pour toutes les mises à jour en termes de l'espace de qualité d'air. Et tout ça pour dire que j'arrive à tous ces sujets provenant d'une perspective d'équité et la prise de décision fondée sur les preuves aussi. Parlons des poumons, parlons de la santé pulmonaire au Nouveau-Brunswick. Il y a en fait 1 en 5 Néo-Brunswickais qui vivent avec une maladie pulmonaire. C'est une assez grande ratio. Alors, les chansons avec 50 sur l'appel ici, statistiquement, 10 parmi vous ont une maladie pulmonaire ou il se peut que vous habitez avec quelqu'un qui a une maladie pulmonaire, obstruction, l'asthme ou plusieurs autres conditions de santé. Certains sont plus rares que d'autres. Et on sait que les situations aggravent les symptômes de COPT. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans cette province. Deuxième seulement à la naissance, c'est beaucoup de visites à l'hôpital qui sont reliées à des conditions empirantes du COPD. Et au Nouveau-Brunswick, on sait que la cause principale de décès évitable, c'est le cancer du poumon. Alors, il y a beaucoup de raisons qu'on voudrait être concerné par rapport à la santé pulmonaire et essayer de déplacer les guides sur certains de ces chiffres. C'est comme notre mission ici à Poumon NB.
Oh, j'ai avancé deux. Non, voilà. Là, désolé, un petit délai sur le changement de diapositive. Alors, comment la qualité d'air entre-t-il en jeu en condensation ici? Bon, ben, voici quelques statistiques et des faits provenant de Santé Canada. Alors, dans leur rapport le plus récent, ils ont indiqué que la pollution atmosphérique est l'un des principaux facteurs de risque d'invalidité et de décès prématurés. Et eux, ils ont attribué au-delà de 17 000 décès prématurés sont directement attribués à la pollution de l'air. Euh, le calcul pour une base de population, c'est au-delà de 400 Néo-Brunswickois chaque année qui meurent prématurés dû à l'exposition à la pollution de l'air. Et c'est une sous-estimation parce que cette étude est limitée à trois contaminants particuliers dans l'air qu'on va discuter tantôt et seulement l'air extérieur. On sait aussi que, en parlant des décès prématures, on est aussi concerné sur les impacts sur les humains sur une base quotidienne et au travers du Canada, au-delà de 3,6 millions de jours de symptômes d'asthme et 39 millions de jours de symptômes respiratoires aigus. Ça pourrait paraître comme quelqu'un qui est si malade provenant des symptômes respiratoires qu'ils ne peuvent pas se lever du lit, ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. C'est une grande chose. Et la valeur économique, si vous êtes quelqu'un qui se consomme des sous, c'est au-delà de 135 milliards de dollars annuellement au Canada. Alors, si on calcule ça basé sur la population, c'est à peu près 2 milliards au NB, Astérix, parce que c'est aussi un sous-estimé qui est basé seulement sur la perte économique due au décès prématuré et n'inclut pas le coût de traité, ces points de termination non fatals, les gens qui se rendent à l'hôpital dû à l'augmentation ou l'empirement des symptômes. Et l'Organisation de santé mentale, de santé mondiale articule que la pollution atmosphérique est le plus grand risque environnemental à la santé humaine. L'exposition à la pollution atmosphérique, ça a l'air à quoi? À court terme, si on a une mauvaise journée ici au NB, peut-être qu'on a des feux de forêt, de la fumée dans la province ou peut-être un peu plus loin, ou peut-être on parle de la pollution atmosphérique provenant d'une installation industrielle. À court terme, ça peut paraître comme l'irritation de la gorge, souffle court et les symptômes de maladies pulmonaires préexistantes sont exacerbés. Alors, si on vit avec le MPOC, ça peut devenir très difficile à gérer, même avec une exposition à court terme à haut niveau de pollution, mais à long terme, ça s'empire. On voit le développement ou l'aggravation de l'asthme. Ça peut mener à la bronchite. Ça peut mener à la MPOC. Ça peut mener à la maladie de cœur ainsi que l'hypertension. Et vraiment, à base, il n'y a pas de niveau sécure d'exposition aux pollutions atmosphériques. Alors, on doit tout faire dans le possible pour le minimiser. Santé Canada a indiqué aussi que la liste de personnes sont à risque accru, pas seulement ceux qu'on a discutés dans la dernière diapo, mais encore pire pour ces populations. C'est une liste compréhensible, c'est les personnes âgées, enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes qui travaillent à l'extérieur, ceux qui pratiquent des exercices intenses en plein air, et les gens qui ont déjà des problèmes de santé chronique ou une maladie telle que le cancer, le diabète, des problèmes de santé mentale, des problèmes pulmonaires ou cardiaques. J'ajouterais aussi à cette liste les itinérants, la population itinérante, comme ils ont une capacité limitée d'avoir un abri de l'air pollué ou la pollution atmosphérique. Alors vraiment, cette liste couvre la majorité des gens dans la région atlantique et je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouverait dans une de ces catégories. Alors ça touche à la majorité des familles. Alors, où provient la pollution atmosphérique? On peut rentrer dans le système de pensée que l'air a l'air net au Canada. Et vraiment, on a parmi le meilleure qualité d'air au Canada. Cependant, juste parce qu'on ne peut pas le voir ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et puisque l'air peut être, juste parce que l'air est plus propre que des places telles que des endroits très densifiés avec beaucoup d'industries,
On voit des photos sur les nouvelles des ciels vraiment embrouillés. Ça, c'est super dangereux. Ça ne veut pas dire que notre air qui a l'air propre n'est pas pollué. Alors, la pollution atmosphérique est générée par plusieurs choses, incluant les sources de transport, particulièrement lorsqu'on la combustible fossile pour se rendre de point A à point B. Lorsqu'on fait la production d'électricité, encore une fois, à brûler des combustibles fossiles, même des industries comme le raffinage des métaux et le ciment, la combustion de quoi que ce soit, si on brûle quelque chose, ça va mettre des particules dans l'atmosphère, des feux hors de contrôle. Et c'est pas ce qui se passe dans votre communauté. Ça peut se déplacer des centaines de kilomètres dans l'air que vous respirez. Ça peut se propager provenant d'autres provinces qui sont adjacentes. On peut avoir des mouvements transfrontaliers de ces contaminations provenant d'un peu partout, peut-être même un autre pays. Et encore une fois, il n'y a pas de niveau d'exposition qui soit sans danger, mais nous, on va se concentrer particulièrement sur trois menaces principales. Les contaminants qui sont liés aux risques de santé, qui sont le dioxyde d'azote, l'ozone à niveau de sol et PM2.5, qui sont des matériaux particuliers fines. Les matières particules, le PM2.5, ce sont des particules qui sont dans l'air ayant un diamètre inférieur à 2,5 microns, alors tout petit. Cette image à la droite vous donne juste une impression de la taille comparée aux choses comme le sable. Le PM2.5, c'est qu'on ne peut pas voir les captions, c'est un peu, c'est les petits points rouges. Alors, le sable comparé aux cheveux humains, comparé au PM10, et le PM2.5, c'est encore plus petit. Et ceci, ça provient des feux de forêt, le pollen, parfois ça se retrouve dans cette catégorie, dépendamment de la taille. La combustion du bois ou toute combustion, que ce soit des feux de forêt ou des chaudières, des poêles à bois, des feux de camp, la construction peut créer beaucoup de 2,5, l'agriculture aussi, et particulièrement la combustion des carburants fossiles provenant des choses comme la circulation, le chauffage, la production d'électricité, et ainsi de suite. Et encore, ça peut être localisé ou à longue distance. Ça peut être déplacé facilement sur des grandes distances. Et le corps est habitué à filtrer des particules à l'étranger, mais des PM2.5 sont si petits que ça peut dépasser les défenses naturelles du corps. Les petits poils dans le nez, par exemple, ne peuvent pas voir ces petites particules. Alors, ils peuvent pénétrer profondément dans les poumons et ça peut causer de l'inflammation. Ça peut causer une inflammation au travers du corps, du système circulatoire. Et le plus d'inflammation qu'on a dans le corps, le plus d'impact aux santé qu'on peut voir s'accumuler. Et ça, c'est vraiment une situation malheureuse. Et notre climat changeant nuit à la qualité de l'air. Et parlons de pourquoi. Un peu une image chargée d'avoir ça en deux langues. Le lien est là. Vous êtes le bienvenu de plonger. C'est un excellent rapport. C'est la santé des Canadiens dans un climat en évolution et le climat change comment les Canadiens sont exposition des Canadiens à la pollution atmosphérique. Il y a beaucoup de détails, mais le lancer pour ce concept, c'est comme notre air se réchauffe et plus humide, c'est plus lourd. Et donc, cette pollution atmosphérique qui se fait émettre dans l'atmosphère se fait prendre. Et ces polluants demeurent plus proches de la surface de la Terre qu'ils auraient fait sous autres conditions climatiques où ils pourraient monter plus haut dans l'atmosphère et se disperser et on en respirerait moins. Mais on garde le tout très près de la Terre dû à ces facteurs. Alors, on n'en respire plus de ces polluants. Des conditions chaudes et humides sont déjà un défi si vous êtes pris avec une condition pulmonaire. Alors, une augmentation de ces facteurs, ça frappe doublement sur le système respiratoire et peut mener à de nombreuses résultats de santé négatifs, des décès prématurés, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires, exacerbation de ces conditions ou ces symptômes pulmonaires aussi. Et dans l'espace de changement climatique, on parle surtout de l'atténuation
et l'adaptation. Alors, l'édition qualité de l'air pour l'atténuation ressemble rare. Ah, j'ai remarqué ça. Ça, c'est la qualité d'air de la mitigation. Et c'est vraiment réduire la pollution en général, particulièrement les polluants qui sont nommés les agents qui forcent le changement climatique. Alors, vous êtes au courant du fait que les gaz à effet de serre sont un agent qui change le climat. Et le plus de gaz à effet de serre que nous avons, le plus que ça va changer ces processus et ça va réchauffer et retenir ces airs humides qui sont pris près de la surface de la Terre. Mais les PM2.5 aussi tombent dans le ciel d'un agent qui change le climat. Et pour être en mesure d'atténuer ce problème, ça va prendre les efforts de toute la société. L'approche est reconnaître ces impacts de santé. Et en termes de politique et de décisions qui sont reliées à l'énergie, qui sont reliées au transport et au développement industriel, parce que souvent ces connexions n'ont pas tout de suite évident dans la perspective de santé. Et pour plusieurs années, il n'a pas été inclus dans ces décisions face aux politiques d'énergie, transport et développement industriel. Mais j'aimerais passer plus de temps aujourd'hui à parler de l'adaptation, l'édition de la qualité d'air. Comment pouvons-nous protéger nos poumons? Comment peut-on protéger les 1 dans 5 qui vivent avec des maladies pulmonaires déjà? La première étape, c'est de savoir, juste parce que l'air paraît en santé ne veut pas dire que c'est le cas, à moins que vous avez des microscopes pour des yeux. On ne peut pas voir les PM2.5 dans l'air. Alors, il y a un outil utile appelé le CAS, le Code Air Santé, qui a été développé au travers de plusieurs années. Et les représentatifs de Poumon NB faisaient partie des comités qui ont développé cette échelle. C'est une échelle de 1 à 10 qui indique si l'air a un teneur bas ou élevé de risque d'impact de santé. Et maintenant, on parle de 10 plus, parce que dans les événements de feux de forêt, l'échelle ne représente pas véritablement le risque associé à ce dernier. Et pareil comme on va vérifier l'index de lumière ultraviolette avant de planifier les activités à l'extérieur, je vous suggère de aussi vérifier le CAS pour planifier vos activités à l'extérieur. Et nous avons aussi le code de couleur passant de bleu à rouge qui démontre les plus bas impacts aux plus hauts impacts, mais tout le monde est différent. Chaque poumon réagit différemment aux conditions atmosphériques. Alors, on veut faire sûr que vous comprenez que si vous vivez avec une condition pulmonaire, de savoir la cote auquel vous sentez des impacts. Moi, je m'aperçois quand le CAS est rendu à 3 parce que j'ai de l'asthme et je vois une augmentation dans mes symptômes. Alors, je peux seulement imaginer que les gens ayant une condition plus sévère sentiraient ça même dans la portée de bas risque ou même modéré. Vous pouvez accéder au CAS, ça fait partie de l'application MétéoCan. Et ça semble pas être inclus universellement dans les prévisions au Weather Network ou quoi que ce soit. Mais sur le Météocan, c'est très évident. Ça vous démontre non seulement l'état de l'air, mais ça vous donne une prévision sur les prochains jours. Alors, si vous planifiez, si vous souffrez de conditions pulmonaires, que vous essayez de planifier vos exercices à l'extérieur, vous pourrez voir que demain ne paraît pas si bien, mais peut-être la prochaine journée serait mieux. Et le CAS est basé sur les cas courants et les cas prévus, PM2.5, dioxyde d'azote et O3, ceux qui ont les impacts les plus sévères sur la santé parmi les autres choses qui sont dans l'air. Il y a toutes sortes de polluants dans l'air, mais ces trois sont principaux. Il y a eu une mise à jour dernièrement sur l'application où vous pouvez configurer les notifications poussées. Alors, vous pouvez dire, mon chiffre, c'est 3. Je veux savoir quand le CAS atteint ou va au-delà de 3 pour que je puisse planifier mes activités en accordance avec ces informations. C'est important de savoir que ces indicateurs de qualité atmosphérique sont basés sur la qualité d'air qui est mesurée ainsi que les modèles face à comment l'air se déplace au travers de 6 stations de RNSPA situées un peu partout au Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est pour surveiller les polluants de l'air au niveau national. Il y en a seulement 6.
qui, qui pourrait en avoir plus. Ce serait génial d'en avoir plus. Alors, plusieurs années passées, Environnement Canada a commencé un projet pilote pour avoir plus de sensors pour la qualité d'air au travers de la région. Il y en a seulement 6 parce que les stations sont sophistiquées et très dispendieuses. Alors, pour essayer de densifier ce réseau, c'est pas faisible à ce moment. Cependant, il y a des coûts très bas pour certains sensors et ce qu'on s'est concentré dessus, c'est des PM 2.5 parce que c'en est un des principaux euh, des polluants les plus importants pour les impacts de santé et ça paraît être un des plus variables. Alors, Environnement Canada, Ground Truth et plusieurs différents modèles de ces sensors. Poumon NB faisait partie d'un projet pilote pour les amener au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez voir, il y a 6 diamants au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est les stations. Et les cercles sont les sensors à Baco. La marque, c'est Purple Air. Je ne sais pas pourquoi c'est mauve, mais c'est ça que c'est. Et cette carte a été développée avec l'Université du Colombie-Britannique en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada pour ajuster les données de Purple Air pour qu'on puisse comparer des pommes et des pommes entre Purple Air et NAP, ce qui est très, très intéressant. Et ces sensors font la collecte de données et le rapportent en vrai temps, en temps réel. Alors, c'est des moyennes de 10 minutes. J'ai pris un aperçu de une des Purple Air qui est dans la région de Heartland pour que vous puissiez voir à chaque 10 minutes, vous avez un aperçu de la concentration de PM2.5 dans cette région. Très intéressant. Et aussi, ceci permet les prédicteurs de qualité d'air pour, lorsqu'il y a un événement quelconque, comme un feu sauvage, ils peuvent utiliser le réseau Purple Air pour ajouter des données aux stations NAP pour concentrer les messages où ils sont plus requises. Sur une base individuelle, de perspectives de qualité d'air et de changement climatique, on doit être au courant du fait que le climat change. La situation de feu-forêt, c'est quelque chose que dans ma jeunesse ici, je pourrais compter sur une main le nombre d'événements de fumée de feu sauvage que je peux m'en souvenir, même une doigt, 1992. Maintenant, c'est devenu de plus en plus fréquent. En 2025 et 2023, c'est des années records pour des feux de forêt. C'est pas une bonne chose, mais c'est indicatif du fait que nous avons de plus en plus d'événements intenses à longue durée et qui menacent la qualité de l'atmosphère. Alors, je vous recommande, si vous faites une trousse d'urgence de 72 heures, que vous incluez des masques N95, ils sont très efficaces à filtrer ces PM2.5 et protéger vos poumons. Et aussi, si vous faites votre planification d'urgence, pensez à l'air que vous respirez. Alors, euh, planifiez, prévoyez de passer du temps dans des espaces où l'air est pur pour vous permettre un espace sans particules. Dans un monde parfait, tout le monde a un système CVCA avec des filtres EPA en mode recirculation, mais on sait que ce n'est pas la réalité pour tout le monde dans cette région. Il y a d'autres manières de protéger l'air dans votre maison. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut adopter pour le faire vous-même, pour nettoyer l'air. On peut il y a des filtres pour ventilateurs sur pied à fabriquer soi-même. On a fait une vidéo aussi de quelques étudiants qui ont construit une boîte de Corsi Rosenthal qui a 5 filtres et c'est très efficace. Il y a d'autres stratégies aussi. Il y a certaines limitations. On ne peut pas les utiliser quotidiennement, mais ils peuvent aider en situation d'urgence pour nettoyer l'air dans votre maison. On suggère aussi que s'il y a beaucoup de fumée, ils n'ont pas d'espace dans leur maison où l'air est pur, qui peuvent passer du temps à la bibliothèque ou dans un centre d'achat, qui ont pas probablement un système de circulation CVCA assez robuste. Et je veux mettre l'emphase sur le fait que les municipalités, lorsqu'ils font leur planification d'urgence, ils incluent des choses comme des abris avec l'air propre, semblables à ce qu'on fait avec le froid, des centres de réchauffement. Et souvent, on utilise ces mêmes installations pour des centres de refroidissement, particulièrement pour la population itinérante dans nos communautés. Ça peut être très, très important.
Et dans le cas où nous avons, en cas d'urgence, un événement lié à la mauvaise qualité de l'air, en plus d'avoir des plans, comment allez-vous protéger votre air? Des stratégies pour réduire les risques, c'est limiter le temps passé à l'extérieur, garder les fenêtres et les portes fermées, minimiser les temps pour les activités à l'extérieur, réduire l'intensité va réduire votre exposition. Si vous êtes dans la position où vous pouvez garder les fenêtres et les portes fermées sans faire de sorte que votre maison devienne un four, c'est très efficace aussi. Si faire ça va rendre ça trop chaud, vous devez mettre en priorité le refroidissement. Et si votre domicile n'est pas un endroit où vous pouvez rendre ça un endroit avec un intérieur, air à l'intérieur pur, allez au cinéma, allez au centre d'achat et respirez de l'air pur et donnez respite à votre cœur. Super important aussi de vérifier avec vos aimés, vos amis, votre famille. Pas tout le monde est au courant des risques posés par ces mauvaises qualités d'air. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui se retrouve dans la catégorie à haut risque, lorsqu'on a un événement de beaucoup de fumée, des alertes de qualité atmosphérique, allez leur appeler, particulièrement s'ils sont dans une catégorie à haut risque ou plus vulnérables. Euh, c'est des conversations qui doivent avoir lieu et ça devrait devenir des conversations quotidiennes et non seulement limitées à un webinaire comme celle-ci. Encore, si vous devez sortir à l'extérieur pendant un événement de pauvre qualité d'air, pour certains gens qui travaillent à l'extérieur, ça peut être très difficile. Alors, on veut réduire les risques. Portez le masque N95. Hydratez-vous. Il se paraît comme s'il ne pourrait pas avoir de connexion avec la santé pulmonaire, mais il y a une connexion réelle. Ça aide votre corps à éliminer ces particules et le donner respite quand ça travaille si fort pour lutter contre ces particules intrusives. Et n'ignorez pas les symptômes. Écoutez votre corps. On a eu des gens qui ne savaient même pas qu'ils avaient l'asthme, par exemple, jusqu'à ceux qui ont subi un événement de feu de forêt. Et ils essayaient juste de persévérer, mais vraiment, on doit ralentir. Si on subit des mal de poumons ou des conditions néfastes, mettez les freins. C'est maintenant le moment de chercher les traitements médicaux. Alors, du perspective de Poumon NB, le changement climatique, c'est une grande affaire et Poumon NB travaille avec à l'interface de qualité d'air et santé pulmonaire pour au-delà de 20 ans. Et nos objectifs incluent les sciences citoyennes, les capteurs Purple Air, toutes les sortes sur la carte que je vous ai montré tantôt. Ces postes font partie de notre projet pilote ici à Poumon NB. On a parfois un inventaire de senseurs PM2.5 qui recherche des nouvelles installations. Alors, si vous êtes intéressé à animer un senseur de PM2.5, appelez-nous. Ça requiert seulement une connexion Wi-Fi, une source d'électricité et ça se passe par. On fait une journée de sensibilisation le premier mercredi de juin au niveau national. C'est la journée d'air propre. Et pour plusieurs années, on a géré la campagne de sensibilisation nationale pour Clean Air Day. Alors, notez ça dans vos calendriers, 3 juin cette année, 2026. Et nous avons des plans intéressants pour cette journée qui, euh, qui attendent leur financement. On travaille aussi beaucoup dans le domaine de transition envers l'énergie verte pour générer nos énergies. Si on peut se distancer des combustibles fossiles le plus rapidement qu'on peut nettoyer l'air et réduire les risques aux poumons. On travaille aussi dans l'espace de l'influence politique. On fournit des expertises techniques et des recommandations aux preneurs de décision. On fait la cueillette de données, on partage le support public. On a beaucoup de campagnes de pétitions, de rédaction de lettres. Alors, si ce sujet est important pour vous, je vous encourage de participer à ces pétitions, ces rédactions de lettres, et ainsi de suite. Et sur le site, sur Poumon NB, Défense ou plaidoyer, nous avons plusieurs opportunités pour que vous pouvez vous engager avec vos élus sur les liens entre la santé pulmonaire en particulier, et ces politiques énergétiques.
Vous avez beaucoup de ressources pour la qualité d'air sur le site web. Alors, prenez quelques instants. Euh, Regardez, il y a beaucoup d'informations et c'est tout fourni par une équipe très motivée. Je vous encourage fortement aussi de se joindre à notre bulletin de nouvelles. À peu près mensuellement, on vous envoie des informations intéressantes face à nos activités et quels travaux qu'on fait dans l'espace pour connecter votre santé et la qualité d'air. Aussi, on se retrouve sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et juste une petite récapitulation, la crise climatique est également une crise sanitaire et de santé, particulièrement pour les personnes qui sont vulnérables à la mauvaise qualité de l'air dans nos communautés, qui est beaucoup parmi nous, beaucoup de nous autres sont vulnérables à une mauvaise qualité d'air. Les particuliers et les gouvernements fédéraux et provinciaux, ainsi que les administrations municipales, peuvent se préparer aux épisodes de mauvaise qualité d'air, qui maintenant constituent désormais notre nouvelle norme. Des feux au travers de la région, et on a beaucoup de journées de mauvaise qualité d'air. Alors, ça doit être incorporé dans notre planification à l'urgence. Et vraiment, l'atténuation de ce risque passe par une transition vers les énergies vertes à l'échelle de l'ensemble de la société. Et avec ça, ça c'est la fin de mes diapositives. On va faire transition et revenir aux questions. Je pense que c'est le plan. Alors, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté. Et je suis content de prendre des questions lorsque c'est approprié. Merci. C'était excellent. J'ai beaucoup appris et c'était excellent d'entendre parler de toi et ton expertise sur ce sujet. Avant d'aborder les questions, ça va donner quelques moments pour penser aux questions. Je vais passer la parole à Jenna pour parler de l'évaluation de risque lié au changement climatique au NB. Merci, Anna. Comme Anna a mentionné, je travaille aussi avec Climatique comme le spécialiste de services climatiques au Nouveau-Brunswick, mais je travaille aussi avec le gouvernement néo-brunswickois, le département d'environnement et de gouvernance locale, sur l'équipe d'adaptation climatique. Alors, ceci, c'est une annonce publique que le Nouveau-Brunswick vient juste de compléter la première évaluation provinciale des risques liés au changement climatique et on s'attend que ce soit dévoilé dans la nouvelle année, prévu au début du 2026. Alors, vous pouvez attendre ça. Et une évaluation à cette échelle était une promesse dans notre plan d'action de changement climatique. Et ces évaluations de risques associés au changement climatique peuvent être un outil utile qui peut être utilisé pour identifier quel hasard climatique pose le plus grand risque aux sociétés et de mieux comprendre qui et quoi est plus vulnérable à ces risques et, additionnellement, à supporter la prise de décision fondée sur les preuves. Alors, notre évaluation a été informée par la participation d'au-delà de 275 participants, incluant différents départements gouvernementaux, des agents, des parties prenantes et des groupes communautaires, incluant des partenaires de santé et des organisations sans but lucratif environnementales et des scientifiques climatiques. Ces découvertes sont censées d'informer de la planification dans l'avenir en termes de politique et la préparation communautaire au travers du gouvernement provincial, des gouvernements locaux, ainsi que les secteurs et les partenaires publics. L'évaluation a regardé à 11 différents risques et facteurs climatiques regroupés sous ces 5 catégories. Des risques particuliers incluent la sécheresse, les inondations, les vents, les tempêtes, l'inondation côtière, l'érosion, la chaleur extrême, les saisons qui varient et les changements en gel et dégel. L'évaluation utilise 5 domaines d'intérêt au travers de la province qui représentent divers secteurs ou systèmes au travers de la province, incluant santé publique et sécurité, environnement naturel, les communautés, collectivités, les activités économiques et les infrastructures physiques. Pour déterminer les risques, nous avons examiné comment probable chaque défi, la probabilité de chaque événement et quelles conséquences seraient applicables pour chaque domaine d'intérêt. Et Mélanie, ta présentation était excellente. Je pense que tu as déjà couvert toute cette diapositive.
Mais en général, ce que vous allez voir en termes de santé pulmonaire qui est survenu dans cette évaluation, l'évaluation met en évidence les risques pour la santé pulmonaire et notamment que l'augmentation des incendies de forêt menant à une détérioration de la qualité d'air. Excusez, ça va contribuer à plus de journées de chaleur extrême, aggravant les problèmes respiratoires. On s'attend aussi à un allongement des saisons polliniques et l'augmentation des allergènes en raison du réchauffement climatique, particulièrement pour les aînés et ceux ayant des maladies chroniques. Et plus de journées de chaleur extrême qui aggravent les problèmes de respiration. En général, l'évaluation est créée pour aider les partenaires du secteur de la santé à mieux comprendre et anticiper qui est le plus à risque et où les efforts sont requis pour améliorer la résilience climatique dans le secteur de santé. Alors, l'évaluation de risque de changement climatique va être dévoilée dans la nouvelle année et merci d'avoir écouté. Merci, Jenna, c'était excellent.